de NC Première. Bonjour Frédéric Subilo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie. Vous venez de signer une convention avec l'Institut pour le développement des compétences, l'IDCNC. Vous collaboriez déjà ensemble? Oui, nous collaborions depuis quelques années ensemble, mais on a eu un partenariat un peu plus développé depuis l'an dernier, où au niveau du camp Est, nous avons ouvert un nouveau quartier qui s'appelle le quartier préparation pour la sortie. Et, QPS. Et dans le cadre de cette ouverture de ce quartier, nous avons souhaité développer avec les DCNC un partenariat un peu plus développé pour permettre en fait la préparation à la sortie de la population pénale proche de leur fin de peine. Alors on va voir dans le détail ce que ça va changer. Je rappelle que comme tous les matins, vous qui nous suivez, vous pouvez poser également vos questions à mon invité. Donc Frédéric Subilo qui dirige le SPIP, le 258 est à votre disposition. J'ai vu Frédéric Subilo qu'en 2014, 69 détenus avaient bénéficié d'un accompagnement individualisé. Combien y a-t-il de détenus au camp Est ? Actuellement, nous avons à peu près 450 détenus sur le camp Est. Alors 69 sur 450, ça fait pas beaucoup. Oui, alors que j'allais préciser, tout quartier confondu. C'est-à-dire que sur le camp Est, nous avons différents types d'établissements. Il y a des personnes qui sont là pour des longues peines et des personnes qui sont là pour des plus courtes peines. Là, nous avons plus mis l'accent pour les personnes ayant des courtes peines ou étant en fin de peine pour préparer leur sortie afin de permettre à ce qu'ils soient, dès leur sortie de prison, déjà dans un processus d'insertion, qu'ils soient professionnels, social ou autre. Penser à l'après, c'est fondamental, bien sûr, pour éviter la récidive. C'est d'ailleurs l'objectif principal pour nous, c'est d'éviter la récidive. Éviter la récidive, c'est bien préparer une sortie digne de ce nom. Préparer une sortie digne de ce nom, c'est travailler aussi avec les institutions existantes sur la Nouvelle-Calédonie, d'où notre partenariat avec l'IDCNC. Et l'IDCNC est en fait un partenaire idéal pour nous, puisqu'il touche l'ensemble du territoire et sur un volant qui est important pour nous, qui est cette insertion professionnelle. Alors, votre rôle, vous l'avez dit, dans ce QPS, quartier de préparation à la sortie, c'est d'orienter les détenus en amont du jour où ils franchiront la porte dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à leur réinsertion. Combien de temps avant de les relâcher ? On va dire globalement 2 ans avant leur fin de peine, puisque la loi en fait nous demande et nous permet d'examiner les aménagements de peine potentiels sur ce délai-là, plus systématiquement. Donc à 2 ans avant leur fin de peine, on essaye de travailler avec la population pénale pour faire le point déjà sur leur situation sociale et familiale et voir qu'est-ce qui pourrait leur permettre de sortir avec un projet constitué. Alors, l'IDCNC travaille très précisément de quelle façon ? En fait, l'IDCNC, ce sont des spécialistes, des conseillers qui interviennent aussi à l'extérieur, n'interviennent pas qu'au camp Est, bien heureusement pour eux. Ils font en fait des aides dans le cadre des démarches administratives. Ils permettent au public que l'on présente de faire des inscriptions en formation. Ils les aident aussi dans les techniques de recherche d'emploi. Et puis, ils identifient les partenaires appropriés en fonction des projets qu'ils constituent. Alors, on va se tourner tout de suite du côté du standard. Daniel est avec nous dès à présent au 258. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Subilo. Bonjour. J'ai juste 2 questions à vous poser. La première question, c'est juste nous dire que votre équipe au niveau du SPIP, il est composé de quel personnel, quel genre de combien de personnes. La deuxième que je vais vous poser, c'est que moi, il y a une personne qui est en formation en France pour être assistante sociale et elle a demandé en début d'année, depuis l'année dernière, un stage dans votre service de probation. C'est juste pour savoir qui donne le feu vert pour que les personnes qui sont en formation en France puissent
revenir et travailler dans... Non, pas travailler, faire leur stage. Au moins pour un stage. Merci Daniel de ces questions. Frédéric Subilo, combien êtes-vous à travailler dans le SPIP ? Alors actuellement, j'ai 14 conseillers pénitentiaires d'insertion de probation. C'est le nom en fait des agents qui travaillent au sein de mon service sur la Nouvelle-Calédonie, particulièrement sur Nouméa 14, et j'en ai 2 sur l'antenne de Koné. Alors c'est un peu spécifique chez nous, c'est-à-dire que les conseillers pénitentiaires d'insertion de probation, ils sont formés suite à un concours ouvert par l'administration pénitentiaire. Et il y a une formation de 2 ans qui permet en fait d'exercer la spécialité de conseiller pénitentiaire d'insertion de probation. Le corps des assistantes sociales peut passer le concours, mais nous n'avons pas d'assistante sociale à proprement parler chez nous. Donc Daniel qui demandait si cette personne pouvait prétendre à un stage chez vous, c'est non en fait, puisque vous ne travaillez pas avec elle. Je ne peux pas en fait, pour former une assistante sociale, il faudrait que j'ai une autre assistante sociale qui puisse la former dans le cadre de stages. Donc nous, on a un corps spécifique qui s'appelle le corps de conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, formé par l'administration, et on ne peut pas former d'autres corps dans le cadre de leur formation continue. Par contre, quand on veut exercer dans notre métier, eh bien, il faut passer un concours comme un concours d'administration classique, que ce soit pour le personnel de surveillance comme pour nous. Et l'ouverture de ce concours est ouverte pour tout le monde, que ce soit en métropole, mais aussi, bien entendu, pour la population calédonienne. Frédéric Subilo, petit bâtiment confort, tout nouveau, le QSP, c'est bien. Cela dit, les personnes de l'IDCNC qui travaillent avec vous ne travaillent que dans ce petit bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la prison ? Alors, ils rentrent dans la prison par ce bâtiment. C'était déjà un premier point. C'est ça un peu la nouveauté que nous avons eue en 2014, puisqu'auparavant, il n'y avait pas d'intervention au sein même du camp Est. Mais auparavant, il y avait déjà un partenariat avec l'IDCNC, où là, on prenait des rendez-vous pour les publics qui préparaient leur sortie. Et à ce moment-là, ils allaient à l'IDCNC dans le cadre de ce qu'on appelle des permissions de sortie qui étaient données par le juge d'application des peines. Donc on a conservé en fait les 2 dispositifs. Pour les personnes un peu plus éloignées, ils sortent dans le cadre des permissions de sortie et voient en fait les conseillers de l'IDCNC en ville. Et pour les personnes plus proches, ils sont carrément vus au sein du QPS. L'intérêt même aussi qu'ils interviennent au QPS, c'est qu'il y a aussi une information collective qui est faite aux groupes qui sont intégrés dans le QPS, et pour les sensibiliser sur l'intérêt après de poursuivre un suivi individuel. De façon plus générale, Frédéric Subilo, qui entre au camp Est pour aider les détenus à retrouver une place dans notre société ? On a beaucoup de partenaires, on a beaucoup de partenaires individuels. On fait, par exemple, de l'équithérapie. Donc, on a quelqu'un qui s'occupe de dressage de chevaux et qui permet aussi de sensibiliser pour les personnes un peu en difficulté, de leur permettre de se recentrer sur eux-mêmes. On a aussi une sophrologue qui intervient. On intervient aussi cette année, particulièrement sur le code de la route. On a eu un accord avec la DI3T qui nous permet en fait de faire des formations code de la route et de sensibilisation à la prévention routière. Voilà, on a des partenaires assez variés. On intervient aussi dans le domaine culturel, où là on fait des sculptures, ce qu'on appelle des sculptures sur bois, totem, plus connues comme ça. Ainsi, on a des activités chant, différents types d'activités, tout ce qui peut permettre aux personnes de mieux s'épanouir et pouvoir, après, à la sortie, pouvoir reprendre un peu ce qu'ils ont pu développer au sein de l'établissement. On peut citer aussi les enseignants. Les enseignants, je les ai même plus pensés tellement ils sont intégrés dans l'établissement. Ils sont présents. Et il y a 3 enseignants, en fait, actuellement, dans l'établissement, qui font les cours de l'illettrisme jusqu'à la capacité en droit. Oui, justement, vendredi dernier, là, puisque vous en parlez, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, réfléchissait justement sur l'illettrisme. On rappelle 18% d'illettrés chez nous, en Calédonie. Le CESE qui félicitait le RSMA pour
ses actions, mais il n'a rien dit sur la prison. Oh, c'est parce que je pense que... C'est parce que c'est pas assez connu. C'est pas assez connu, qu'on pense... et puis pour nous, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps, en fait. L'enseignement a toujours existé dans les prisons. Les enseignants travaillent de longue date chez nous. Et l'action contre l'illettrisme a toujours été une action très forte au sein même des prisons, puisque c'est vrai que la première lutte qu'on peut avoir pour permettre aux personnes de se réinsérer, c'est que les gens sachent lire et écrire. Et ensuite, par étapes, ça leur permettra par la suite de pouvoir trouver justement une activité et pas être désocialisés. Je citais là ce chiffre, 18% d'illettrés en Calédonie. On a une idée du nombre d'illettrés au Camp Est ? Alors, d'illettrés, on est à peu près dans la même proportion. Hein. Ça reste à ce niveau-là. Après, il y a l'illettrisme à proprement parler, et puis il y a les gens qui sont en difficulté de lire et d'écrire. Donc, on est sur un autre niveau, mais ces personnes-là ont besoin aussi de pouvoir progresser. Marie-Jeanne de Ponériouin, elle aussi a composé le 258. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour à M. Bellou. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui écoutent la radio. Alors, moi, c'est une question précise. Hein. Vous parlez des concours. IDCNC, ça veut dire quoi ? Alors, l'IDCNC, c'est l'Institut pour le développement des compétences de la Nouvelle-Calédonie. Justement. Oui. Parce que pour les concours, là, vous disiez que c'était ouvert à la Calédonie ou à la métropole. Alors, pourquoi la métropole ? On mélange pas. Moi, je parlais en fait que du métier que nous on fait, c'est-à-dire au niveau du SPIP, du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Moi, je suis de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice et donc c'est un service de l'État. C'est pour ça que le concours est ouvert à la fois à la métropole et en Nouvelle-Calédonie, en l'état actuel des choses. Ce que je peux dire, c'est que la plupart du temps, quand il y a des métropolitains qui passent le concours, ils sont plus, je pense qu'ils ont plus comment on va dire ça, ils ont plus de chance de réussir ce concours. Donc moi, c'est un souhait. Ça se passe seulement en Nouvelle-Calédonie pour que les gens puissent avoir plus de chance. Oui, on peut imaginer un concours réservé aux Calédoniens. C'est un peu ça, je pense, que souhaite Marie-Jeanne. Sur ça que je voulais intervenir. Oui, alors ça peut s'imaginer, comme vous dites. Merci beaucoup. Mais voilà, je précise quand même que dans mon équipe, la moitié de l'équipe est calédonienne déjà. Donc ça prouve que même les Calédoniens arrivent à rentrer dans les concours de la fonction publique d'État. Un autre auditeur avec nous, Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Moi, ce que je voudrais poser au SPIP, c'est dire comment ça se fait que depuis le temps que le Camp Est est toujours surnommé, il n'y aurait pas un annexe dans le Nord? Parce que je penserais que tous ceux qui sont détenus du Nord, ils seraient plus près de leur famille et ça leur remonterait le moral. Hein. Merci Christian. Alors, on en est où de ce centre de détention en province Nord? Donnez-nous des nouvelles. Le projet est toujours d'actualité, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. C'est-à-dire que là, on en est toujours au niveau de la signature par rapport au terrain. Et après, en fait, il faut laisser le temps pour constituer le projet de la construction. Et d'ici quelques années, il y aura donc prévu bien un établissement dans le Nord, au niveau de Koné, de 100 à 150 places. On pensait 2018, ça vous paraît jouable encore ? C'est pour l'instant la date qui nous est donnée. Le 258, pour poser vous aussi des questions à mon invité de ce matin, Frédéric Subilo, qui dirige le SPIP, le service de probation et d'insertion professionnelle pénitentiaire. Depuis la rentrée, vous pouvez aussi faire part de vos questions ou de vos remarques sur notre page Facebook Nouvelle-Calédonie Première. Et justement, cette remarque postée sur Facebook par un auditeur, Thierry, il se félicite de votre rapprochement SPIP-IDCNC.
l'INC. Il suggère aussi de regarder ce qui se fait en Polynésie. On peut prendre exemple sur Tahiti en matière de réinsertion, Frédéric Subilo. Moi je pense qu'on peut prendre exemple partout. Hein. S'il y a des choses nouvelles qui sont faites ailleurs, je suis prêt à prendre exemple. Vous les connaissez, ce qui se fait au-delà chez nos voisins, cousins polynésiens? Je connais mon collègue, mon homologue tahitien, qui travaille au niveau de la Polynésie. La Polynésie est aussi un peu une configuration différente de la Nouvelle-Calédonie en termes de territoire. Il a aussi un grand projet actuellement au niveau de la Polynésie de construction d'un nouvel établissement qui les mobilise beaucoup actuellement. Cet exemple de Nouméa, qui accueille désormais des jeunes qui ont accepté d'accomplir des travaux non rémunérés, qu'est-ce que ça change par rapport aux fameux TIG, là, les travaux d'intérêt général? C'est un peu la même formule, sauf que en fait pour le TNR, comme on appelle, donc le travail non rémunéré, c'est dans le cadre de la composition pénale, c'est-à-dire que là c'est le parquet qui en fait prononce ce type de mesures. Et concrètement, ça va plus vite, je crois. Voilà. Ça va beaucoup plus vite que par rapport à un TIG, qui là, en fait, la personne est passée devant le tribunal, est jugée, est condamnée, et après, il y a l'exécution. Il peut y avoir même des recours. Enfin, ça peut durer entre l'acte délinquant et puis la peine, entre guillemets. Tout à fait. Là, il y a beaucoup de temps. Dans cette nouvelle formule là de TNR, travaux non rémunérés, et bien là, en fait, comme c'est de la composition pénale, le délégué du procureur nous saisit immédiatement de cette mesure et nous avons un temps plus court pour les mettre en place, ce qui peut avoir un impact plus direct par rapport à la population qui est condamnée à exécuter ce type de peine. Alors là, on parle des peines autres que des peines d'emprisonnement. Il y a des travaux avec les tribus aussi. Alors, vous êtes très proche maintenant de certaines tribus? On est assez proche de certaines tribus. On le fait aussi dans le cadre de ce qu'on appelle des aménagements de peine. C'est actuellement, en fait, il y a des personnes qui sont condamnées à des peines fermes, mais qui l'exécutent aussi dans le cadre d'aménagement. Et particulièrement pour nous, on a développé à la fois la semi-liberté. L'an dernier, en fait, on a doublé le nombre de semi-libertés qui existaient auparavant. Et on l'a fait aussi dans le cadre de ce qu'on appelle le placement sous surveillance électronique. Et là, au niveau des tribus, on a pu développer ce type aussi d'aménagement de peine, puisque, en gros, on va dire que 20-25% des bracelets électroniques se font en tribu actuellement, ce qui est déjà un chiffre intéressant. En fin d'année dernière, entré en vigueur le nouvel outil à la disposition des juges, la contrainte pénale. En gros, c'est des obligations qui sont exigées aux condamnés contre son incarcération, disons. Il n'est pas incarcéré s'il répond à certaines obligations. Combien de Calédoniens sont concernés en ce 2 mars 2015 par cette contrainte pénale? Actuellement, nous en avons 9 qui sont sous contrainte pénale. C'est une mesure toute nouvelle, puisque en fait, elle vient de la loi de l'an dernier du 15 août. C'est une mesure qui se met progressivement en place. C'est vrai que le terme est bien adapté, contrainte pénale. On contraint la personne, en tout cas, à suivre des obligations que nous avons identifiées, notre service, et que nous recommandons au juge. Et le juge, ensuite, indique le rythme et le nombre d'obligations. Exemple de ces obligations, un exemple type, c'est l'obligation de soins. Quelqu'un qui a des gros problèmes d'addiction, eh bien, nous veillerons à ce qu'il fasse les soins nécessaires auprès des organismes adaptés pour qu'il se soigne, même un peu sur le terme de contrainte, mais des fois, il faut un peu pousser les gens pour pouvoir se soigner et permettre de sortir de leur ce processus d'addiction dans lequel ils sont inscrits.
Ça, c'est pour, par exemple, tous ceux qui sont condamnés pour usage de cannabis. Je vois que vous pouvez aussi avoir ce genre de contraintes pénales pour les délinquants routiers, pour les gens condamnés pour violence conjugale. C'est quoi, dans ce cas-là, les obligations? Là aussi, en termes de violence conjugale, il y a des organismes qui dépendent de la DAS, qui sont d'ici, la DEPAS, qui permettent en fait de suivre les personnes qui soit par... C'est-à-dire on oblige d'aller voir des psychologues, des médecins. Et puis faire un suivi à la fois individuel ou collectif dans ce domaine-là pour éviter qu'il y ait de nouveau un passage à l'acte, parce que notre objectif avant tout, c'est d'éviter que la personne réitère et recommette les faits délictueux pour lesquels ils ont été condamnés. Vous avez les moyens nécessaires pour suivre justement ces gens qui sont condamnés à ces contraintes pénales? On aura toujours besoin de moyens supplémentaires, mais cette année, en tout cas, j'aurai un peu plus de conseillers pénitentiaires d'insertion de probation, du fait d'ailleurs que de la mise en place de la contrainte pénale qui nécessite un peu plus de personnel, puisque c'est des suivis qui sont plus rapprochés et qui demandent plus de temps et plus d'énergie de la part des conseillers pénitentiaires d'insertion de probation. Donc j'aurai normalement 3 conseillers pénitentiaires supplémentaires sur la Nouvelle-Calédonie et un particulièrement sur Koné aussi. Bon, on peut imaginer que l'IDCNC s'intègre dans ces contraintes qu'on obligerait à des condamnés. Plus difficilement dans le sens que l'IDCNC, les gens viennent à l'IDCNC non contraints, on va dire. Simplement, c'est nous qui poussons la personne à y aller. Et si elle ne respecte pas, elle sait que ce sera le SPIP qui fera en fait remontera en fait le fait que la personne ne respecte pas les obligations que nous donnons. Mais l'IDCNC n'est pas là pour imposer les choses. Elle est là pour nous aider et nous rendre compte si la personne vient ou ne vient pas. Le directeur du SPIP, Frédéric Subilo, notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Même adresse pour poser vous-même vos questions sur la page Facebook de notre site. Vous l'avez compris, Frédéric Subilo, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci.